Bonjour ou bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous revoilà. On a eu des rediffusions parce qu'il y a eu quelques des petits décalages dans nos enregistrements, mais voilà, les choses se remettent en place. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau et puis de reprendre le cours de nos réflexions. Et on essaye, comme on vous l'a dit, de vous proposer des réflexions toujours plus proches de vous, de votre histoire, de votre identité, et qui sont en mesure de vous révéler un peu mieux, un peu plus, toujours plus, qui vous êtes. Donc aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir M. Dibombare Mbok, qui est à la Martinique pour la deuxième fois et qui est l'invité de M. Klapopo, qui anime une structure qui s'appelle le Sankofa. La Cour Sankofa. D'accord? Donc voilà, je vous salue, je vous souhaite des bons voeux, enfin mes bons voeux ou nos bons voeux dans le paradigme occidental. L'année dans laquelle nous sommes n'est pas celle des autres civilisations, donc il faut que vous le sachiez aussi. Pour celle de vos origines, elle correspond parfois à l'année 4000, 5000 ou 6000, ça dépend. Donc ici, nous sommes dans l'année 2018, qui est l'année du paradigme occidental, enfin la nouvelle année du paradigme occidental. Donc je vous la souhaite bonne et puis j'espère que vous allez communiquer toujours plus avec nous, poser des demandes aussi, faire remonter vos observations et notamment pour l'émission d'aujourd'hui, eh bien voilà, échanger avec M. Dibombare à travers ses propres réseaux, en lui envoyant des courriels ou en lui posant des questions ou en regardant ses émissions sur sa chaîne YouTube notamment. Voilà, alors donc l'émission va tourner autour des raisons de sa présence en Martinique, mais surtout de son œuvre qui est immense et qui est beaucoup consacrée à notre spiritualité, à l'approche de notre spiritualité, celle qui nous a été, disons-le franchement, volée. Donc, Monsieur Dibombare Mbok, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et puis vous laisserez vous présenter un petit peu tout à l'heure. Oui. Si vous voulez saluer les téléspectateurs. Absolument. Alors, effectivement, déjà, je vous salue, vous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser aux téléspectateurs de Raison Pratique. Je salue également les spectateurs. J'accompagne ces salutations de mes voeux pour l'année grégorienne 2018. Et alors, pour me présenter, ce que je pourrais dire, c'est que je suis un écrivain, historien, conférencier, résident au Canada, d'origine camerounaise, et auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui portent essentiellement sur les humanités fondamentales, les humanités classiques africaines. Et qu'est-ce que c'est les humanités classiques africaines? Eh bien, c'est le corpus en fond qui soutient toute la civilisation, les civilisations et les cultures africaines. Voilà, c'est ça. Merci, on y reviendra. Et Klapopo, que vous connaissez, qui accompagne donc Dibombare et qui va ouvrir aussi la discussion sur les préoccupations qu'il a fait émerger parmi les nôtres lors donc déjà d'un premier séminaire qui est suivi de ce deuxième séminaire. Oui, bonsoir Klapopo. Bonsoir Juliette, bonsoir chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver en cette année grégorienne 2018. Alors qui correspond à l'année 6254 pour le calendrier africain qui est le plus ancien connu dans l'humanité. Oui, alors Dibombare est l'une des personnes que nous avons accueillies avec vraiment beaucoup de joie dans le projet La Cour Sankofa. Le projet La Cour Sankofa s'inscrit un peu dans les recommandations de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine qui a été proclamée par l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, et qui court de 2015 à 2024, où les personnes dites d'ascendance africaine sont encouragées à remobiliser leur patrimoine culturel, à se réinventer en se fondant sur ce patrimoine culturel. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Il peut y avoir d'autres façons de comprendre. Et donc, on invite périodiquement des personnes qui ont des choses que nous estimons particulièrement denses à nous dire sur nous-mêmes.
Et Dibombari Mbok fait partie de ces, je peux me le permettre, de ces jeunes frères qui vraiment, ces dernières années, on nous apporte de la matière, mais d'une richesse, à mon avis, incommensurable. On l'a reçu donc en juin, dans un premier séminaire. Donc, quand une personne nous intéresse, on essaie de faire en sorte de la recevoir suffisamment longtemps pour essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire, et non pas par quelques échanges épistolaires trop rapides. Donc, on l'a reçu lors d'un séminaire qui a bien duré 7 jours, comme cela s'entend, où nous avons, au cours de conférences et ateliers, et pour beaucoup, pris les premiers contacts avec son œuvre. Et évidemment, une fois qu'on y goûte, bon, tous ceux qui étaient présents à ce séminaire ont demandé immédiatement, séance tenante, qu'on en programme un deuxième. Et c'est celui-ci qui nous rassemble aujourd'hui et qui a commencé le dimanche 14 janvier pour se terminer le samedi qui vient, le samedi 20 janvier. Donc le séminaire Kuma, c'est pour comprendre la méthode Kuma qu'a inventée Dibombari Mbok, qui est une méthode qui permet de comprendre différemment le message que portent les documents écrits en hiéroglyphes. Les hiéroglyphes égyptiens étant une écriture la plus ancienne africaine, négro-africaine, ce sont des signes qui ont été gravés pour marquer des paroles dans nos langues. Et ce que propose Kuma, c'est mobiliser les dites langues pour comprendre ce que recouvrent ces signes, enfin, ce que disent ces signes. Et évidemment, voilà, ça nous amène vers des horizons, mais particulièrement stimulants pour la connaissance de soi, pour la pensée. Voilà pourquoi on a réinvité Dibombari Mbok et qu'on n'est pas loin de le réinviter aussi souvent que ce sera possible. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, restez connectés parce que les séminaires sont ouverts à tout le monde et vous aurez l'occasion aussi, si vous voulez, d'approfondir certains aspects de ce qui se dira aujourd'hui, de le faire. Alors, ce que je voulais vous demander, Monsieur Bock, c'est que nous avons deux publics, deux niveaux de public. Nous avons ceux qui sont très éloignés de l'idée de leurs racines, de leur civilisation ancestrale et qui n'y comprennent rien. C'est-à-dire qu'on les a socialisés dans une culture et ils considèrent que ils en font partie, que c'est leur patrimoine et que interroger cette culture-là, cette appartenance, même si j'ai l'habitude de dire que c'est une identité de papier, ils ont le sentiment de s'accomplir à travers cette identité qui est un peu, donc, vous voyez, une identité qui découle d'une situation qui elle-même était problématique, c'est-à-dire l'esclavage et la colonisation. Donc nous avons ce public-là, nous avons un public qui est plus, qui a entrepris, comme Popo le disait tout à l'heure, d'aller à la conquête de soi et qui a découvert déjà à travers les enseignements par Internet ou par des séminaires comme les vôtres, par d'autres chercheurs africains, qui ont donc déjà une approche qui font d'eux des personnes, ou d'elles des personnes qui sont un petit peu dans demande. Donc dans une émission comme ça, si on reste vraiment très basique pour répondre à ceux qui sont les plus attardés, entre guillemets, on va pas forcément satisfaire tout le monde. Donc on va essayer de jouer sur les deux niveaux et donc distinguer aussi, surtout parler à ceux qui commencent à se poser des questions, mais qui ne savent pas par où commencer, parce qu'il s'agit bien d'identités qui sont déjà constituées, même en défaut, mais qui ont besoin, pour se détricoter ou se remettre en question, d'abord de rester ancré dans quelque chose pour pouvoir s'orienter vers autre chose. Donc c'est comment... alors, qu'est-ce que c'est que l'Afrique pour ces personnes? Comment est-ce qu'elles peuvent réinvestir
cette dimension africaine qu'on leur a effacée de la mémoire et comment nous, dans le rôle de pédagogue qui est le nôtre, sans culpabiliser ou criminaliser, allons nous y prendre pour intéresser ces personnes-là à cette dimension d'elles-mêmes. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, comment je vois l'émission d'aujourd'hui. Et si ça vous convient, ben je vous poserai un certain nombre de questions. Mais avec Claire Popo, je vois bien que les expériences que vous menez déjà à travers les séminaires, vous pouvez aussi les évoquer ici si vous voulez. Mais moi, je me fais un peu l'avocat de ces personnes qui ont besoin de comprendre pour se laisser happer par leur civilisation. D'accord ? Donc, je tiens à vous signaler que l'œuvre de M. Dibomba Ribok est tellement importante qu'il vous faudra des années pour la lire parce qu'elle est très dense. Chaque livre fait quelque chose comme ça. Ici, vous ne voyez que l'un d'eux qui s'appelle le Dieu noir et je vous assure qu'il faut beaucoup de temps. Mais chaque information compte, chaque ligne a son importance. Donc, j'ai fait une liste de tout ce qu'il a écrit. Je vais vous la lire rapidement parce qu'il faut que vous compreniez aussi l'orientation de ses recherches. Donc, pourquoi Dieu est-il noir? Osiris, le Christ qui vient du sud. Ngok, l'Ituba, le rocher percé. La passion d'Osiris, le Christ avant Jésus. Les filles de Sitifaani. Congolo, 100 pierres et 9 ventres. KMT, les voies du retour. Kambok, le sens du nom, qui nous intéresse beaucoup. Oussiré, le Dieu entre nos mains. Bantu, la philosophie égyptienne du Christ, le Dieu noir. Prends ton héritage, donc ce que vous avez amené aujourd'hui, et les hiéroglyphes égyptiens. Voilà. Je ne sais pas si la liste est complète. Absolument pas, mais elle est déjà bien fournie. Voilà, la liste n'est pas complète. Donc, quand je vous dis qu'il vous faudrait beaucoup de temps pour le lire, vous avez remarqué une orientation qui est très, basée sur l'interrogation de divinités, ou de ce qu'on appelait des divinités, qui sont passées dans la chrétienté et qui sont en fait, d'après ce que j'ai compris du Dieu noir, qui sont des divinités africaines, qui nous viennent de l'Égypte antique. Absolument, absolument. Alors, je commencerai mon propos déjà par une remarque que vous venez de faire concernant donc les peuples africains d'une manière générale, ou les peuples afro-descendants qui auraient donc comme ça, qui connaissent en fait plusieurs niveaux, si on peut dire, de compréhension du monde et de la situation qui est la nôtre. Alors, je veux quand même dire que chaque peuple, à un moment de son histoire, tous les peuples, à un moment de leur histoire, se sont retrouvés sous tutelle. Il se trouve que l'histoire récente donne au monde noir d'avoir été sous tutelle déjà depuis quelques siècles. Et il est question pour nous, à travers le travail que nous faisons, de rappeler que le projet civilisationnel qui fut celui du peuple noir est manifeste à travers l'œuvre de la civilisation égyptienne, qui est la civilisation la plus brillante que le monde ait connue. Donc il peut nous servir de référence. Et c'est un peu à cela que faisait référence le professeur Cheikh Anta Diop lorsqu'il suggérait de s'orienter vers la vallée du Nil pour sortir les sciences humaines africaines de l'état de flottement dans lequel elles se trouvent présentement. Donc, je tiens aussi à rassurer ceux qui perçoivent encore de manière tout à fait floue ou pas très claire ce que nous allons dire ce soir. C'est généralement normal, puisque être sous tutelle signifie être aliéné, puisqu'on vous déplace de votre centre de gravité. Et cela demande toujours un effort de rencontrer ce centre de gravité. Et parfois, on peut avoir des appréhensions ou à entendre des discours qui paraissent iconoclastes, nous sommes installés dans une situation où on estime que les choses ont souvent été comme ça et qu'elles doivent se perpétuer de cette manière. Mais généralement, un peuple sous tutelle, c'est un peuple aliéné, et il est question pour nous, en fait, précisément, de décrire premièrement
en quoi consiste cette aliénation et aussi quelles sont les voies de sortie qui favorisent le retour à soi et la reconquête en fait de son humanité et voilà de sa culture en quelque sorte. Donc je tenais à commencer par là pour ensuite parler naturellement des divinités. Mais vous avez entendu, chers téléspectateurs, un peuple sous tutelle. C'est peut-être pas un vocabulaire qui vous est familier, mais c'est une description de la réalité qui est sociologique et qui dit ce qu'elle dit. Donc, ça vous demande aussi par rapport à la lecture que vous avez de votre place dans la civilisation actuelle, de vous interroger sur cette place-là. Voilà. Alors, concernant la question des divinités, effectivement, le premier fait à tester, sur lequel on peut fonder notre raisonnement, est bien le fait que l'humanité est née en Afrique. Cette humanité qui est née en Afrique, naturellement, a eu à développer des moyens de survie, une culture, etc., qui mènent plus certainement, plus tardivement, à l'observation de ce qu'on appelle la sédentarisation. La sédentarisation est mère de la civilisation. Et la sédentarisation ne se conçoit qu'à la condition de pratiquer l'agriculture, puisque c'est elle qui garantit à un peuple de vivre au même endroit et d'avoir un moyen de subsistance acquis par des moyens techniques maîtrisés. Alors, ayant dit ceci, il faut savoir que ces simples mots que je viens de prononcer, en fait, justifient de tout ce que nous appelons aujourd'hui civilisation. Pourquoi? Parce que le sédentaire, c'est celui qui observe le même ciel. Donc, il saisit la course des astres dans le ciel. Donc, il va créer le calendrier. Il va créer les fêtes dans le calendrier. Okay? Le nomade, identifié historiquement par les peuples eurasiatiques, donc les peuples venus d'Asie, ne connaissent pas le ciel, les astres. Donc, ils ne peuvent pas... puisqu'ils sont en perpétuel déplacement, absolument, ils ne peuvent pas observer le même ciel pour connaître les astres. Donc, ça situe déjà l'univers favorable à l'institution d'une religion, parce que la religion est rythmée par les fêtes et la tradition. Ça, c'est le premier point. Le peuple sédentaire est aussi celui qui doit arpenter le terrain pour diviser l'espace de culture. Donc, il va créer la géométrie, donc les mathématiques. C'est aussi simple que cela. Il est obligé d'élaborer des lois pour permettre la vie en société, le mariage, etc., des questions d'exogamie, d'endogamie qui se posent. Et c'est comme ça que va naître précisément la loi. Les lois, donc la législation en quelque sorte. Donc c'est autant de faits en fait qui soutiennent aujourd'hui ce que nous appelons la civilisation, et tout ça pour dire que la civilisation est nécessairement et fondamentalement africaine d'abord, puisque l'homme africain est le premier qui se soit sédentarisé. Okay? À la suite d'un processus certainement qui a dû durer quelques milliers d'années, mais c'est un fait historique établi. Et c'est le premier à avoir pratiqué l'agriculture, et c'est pour ce motif que les premières divinités africaines sont précisément des divinités, disons ça, entre guillemets, consacrées à l'agriculture. Oui. Voilà, notamment Isis et Osiris, pour ne citer que cet exemple, qui deviendront par la suite les personnages reconnus sous les représentations du Jésus-Christ que présente le christianisme aujourd'hui, et de Marie éventuellement, pour ne parler que du christianisme, car ici, je sais qu'il y a certainement plus de chrétiens que de musulmans. C'est pour ça qu'on pourrait insister sur ces aspects. Mais l'islam connaît aussi les mêmes emprunts à la culture et à la tradition africaine pour avoir nourri un nombre considérable d'années. Ces peuples eurasiatiques, en fait, qui ne connaissaient rien d'autre que le fait d'aller ça et là, était généralement un facteur d'instabilité pour les populations sédentarisées. Voilà. C'est ce que je peux dire en forme d'introduction, en fait. D'accord. Donc, chers amis, vous avez là un petit peu un tableau brossé qui argumente le fait que vous entendez de plus en plus souvent que la civilisation vient d'Afrique. Comme on vous a présenté l'Afrique comme étant un vase vide, ou alors comme étant un espace occupé par de grands inutiles, vous serez très étonné d'apprendre quelle est à l'origine de la civilisation. Mais beaucoup d'entre nous ont déconstruit cette image, mais il y a encore des gens, quand on leur dit ça, qui nous disent: mais alors, comment expliquer l'état actuel de l'Afrique? Et c'est une des questions qu'on posera à M. Dibombari pour satisfaire votre curiosité, parce qu'il y a de la logique dans ce que vous vous posez comme question, étant donné que vos médias se sont amusés depuis le début
à diaboliser et présenter l'Afrique effectivement comme un espace de non-droit, de non-culture, et même à utiliser les violences qui ont été exercées contre les Africains comme des signes ou comme des comment vous dire ça, des pratiques qui leur apportaient la civilisation. Vous voyez? Donc c'est intéressant de se poser les bonnes questions, mais de bien écouter pour comprendre la logique de ce qui vous est exposé ici, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie aujourd'hui dire que la civilisation vient d'Afrique. Donc on parlera forcément de l'Égypte antique qui est repérée comme la civilisation la plus ancienne, et on verra comment justement des traits de cultures africaines sont aujourd'hui, par exemple dans l'agriculture, ce que vous appelez aujourd'hui la permaculture comme une invention occidentale, alors elle existe depuis des milliers d'années en Afrique, puisque M. Bock vient de vous expliquer que la sédentarité, qui est justement le trait de culture qui est accompagné par la nécessité de nourrir son peuple sur place, et qui est donc l'agriculture, s'est développée dans les années. Alors moi, dans mon ouvrage, j'avais trouvé une date qui était moins 9000 ans, et probablement que c'est encore plus vieux. Beaucoup plus vieux. Mais c'est pour parler de cette certaine forme d'agriculture. C'est la date que des chercheurs dans Histoire générale de l'Afrique ont avancée. Hein? Oui, oui, c'est effectivement. Alors je voulais ajouter un élément. Hein, c'est dans les différents paramètres fondamentaux de la sédentarisation, il y a aussi le culte des morts. Le fait qu'on soit sur place nous permet d'enterrer nos morts à des endroits identifiables et aussi de leur rendre un culte. Oui. Puisque, évidemment, l'homme ne se conçoit pas autrement en Afrique que dans l'ancestralité, c'est-à-dire comme étant le maillon d'une lignée qui est la plus lointaine possible. Et évidemment, le point absolu de cette lignée, c'est Ilolombo, c'est Mawena, en fait. Le plus lointain, c'est l'énergie primordiale, c'est ce que d'autres appellent rapidement Dieu. Donc, toute lignée, c'est-à-dire tout être humain, a une lignée qui l'amène directement jusqu'au point absolu qui est précisément ce que nous entendons trivialement par Dieu. Ça, c'est le premier point, en fait, le paramètre que je voulais ajouter, le culte des morts. Évidemment, l'Afrique est particulièrement connue pour l'ancienneté et la primeur de ce qu'on appelle rapidement le culte des morts. Il y a aussi une information, c'est que dans les recherches archéologiques les plus récentes, on découvert une ville africaine de 200 000 ans, une cité africaine qui a 200 000 ans. Évidemment, l'existence de cette cité suppose nécessairement la sédentarisation bien longtemps avant. Voilà. Et effectivement, moi je suis particulièrement sensible à cette distinction que Juliette fait entre ceux qui sont en proaction, en proactivité, qui ont fait quelque part vers la connaissance de soi, et ceux qui sont encore un peu distants de cette préoccupation de connaissance de soi. Mais sans être résistants pas résistants, mais ils sont encore n'ont pas encore fait le pas. Ils sont encore bon. Et voici pourquoi, même quand ça peut paraître trivial pour les uns, il est toujours important de l'indiquer aux autres qu'on ne peut pas avoir inauguré la vie humaine, l'avoir pratiquée pendant 300 000 ans et attendre que des gens qui sont arrivés depuis 8 ou 10 000 ans vous enseignent quoi que ce soit. Quelqu'un qui vit dans une maison qui serait en l'espèce la planète, depuis 300 000 ans, ne va pas attendre qu'une autre personne arrive depuis 8000 ans pour lui expliquer comment est disposée cette maison, comment elle est ordonnée. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? Mais l'étonnant, c'est que ceux qui sont arrivés depuis 8000 ans aient eu l'audace de se présenter comme les plus vieux. Oui, mais ça, c'est le problème. En tout cas, c'est cette inversion de réalité qu'il est important tout de suite de poser lorsqu'on veut rentrer dans ce qui sera la suite de la discussion, à savoir que, voilà, et l'origine de l'humanité ne se conçoit pas en dehors de l'origine de la civilisation. Parce que, son historicité même. Voilà. D'accord. Et que les éléments les plus anciens dont on dispose jusqu'à date sont ceux du continent africain. Donc, on est tout à fait très bien placé pour mobiliser cette tradition ancestrale
en vue de comprendre les questions les plus radicales que puisse se poser toute communauté humaine. Et le travail de Dibombari nous apporte des éléments, justement, des outils pour entreprendre ce questionnement. Vous êtes anthropologue. Comment vous vous définissez professionnellement? Écrivain, auteur-écrivain, historien. Voilà. Historien. Comment vous est venue l'idée d'aller chercher de cette façon-là? C'était d'abord un questionnement personnel à l'observation du monde tel qu'il allait, et puis aussi une curiosité intellectuelle, parce que très tôt j'ai eu à fréquenter des ouvrages du professeur Cheikh Anta Diop, notamment, et de fil en aiguille, je suis parvenu à reconstruire un ensemble de faits qui paraissaient établis, et dont Cheikh Anta Diop disait qu'en réalité, il n'en était rien. Voilà. Donc, sur cette base, j'ai décidé, en fait, de m'inscrire dans sa suite pour perpétuer non seulement son œuvre, mais faciliter l'avènement de cette ère qu'il appelait de ses voeux, c'est-à-dire l'avènement d'un homme africain nouveau, le réveil de ce génie qui sommeille en nous. Donc, c'est principalement les motifs qui soutiennent ma démarche de recherche. Et naturellement, je me suis intéressé très tôt à l'Égypte pharaonique parce que c'est la civilisation, non seulement la plus brillante, mais aussi la plus ancienne sur laquelle on puisse se baser pour reconstruire encore plus de sciences dignes de ce nom pour le XXIe siècle, qui va être ceux des générations qui viennent. Et dont on dispose d'une grande masse d'archives. C'est ça aussi, c'est que, voilà, quand on peut fonder son propos et le documenter lorsque on s'intéresse aux archives égyptiennes, parce qu'elles sont très, très, très abondantes. D'accord. Voilà. Et la lecture des hiéroglyphes, donc vous avez cet ouvrage-là, qui est très important, aussi, je vous ai dit, chers téléspectateurs, les hiéroglyphes égyptiens, illustrés, la méthode illustrée. Et vous avez donc développé une méthode qui permet de... Alors, c'est la méthode Kuma. La méthode Kuma. Kuma, c'est un mot qui existe dans la quasi-totalité des langues africaines pour exprimer la parole, par exemple en Bambara ou en Bamanan. Pour dire la parole, on dit Kuma. Et c'est aussi le sens d'un mot qui signifie rythme, vibration, etc. dans les langues africaines. Et j'ai sollicité ce vocabulaire parce que c'est un vocabulaire qui se rattache à une divinité très importante dans le panthéon égyptien. Alors, je tiens quand même à rappeler que j'utilise ces mots parce que c'est les mots que le public connaît, puisque c'est une divinité qu'on appelle Thoth, en fait, qui va devenir l'Hermès de la culture grecque. Et c'est la divinité qui est consacrée précisément à la parole et qui passe pour avoir inventé des hiéroglyphes. Mais c'est un mot qui désigne l'ibis. Kuma, en Bambara, c'est le nom de l'ibis, et l'ibis, c'est l'oiseau consacré à Thoth. Donc voilà pour l'explication du mot, en quelque sorte. Mais Thoth, vous avez fait une équivalence avec Osiris, qui serait Dieu, non? Pas directement. Je pourrais en parler, mais ça paraîtra très lointain pour le public. D'accord. J'ai vu que vous êtes issu de la tradition Bassa, ça veut dire quoi? Bassa, c'est un peuple, parmi d'autres, qui vivent actuellement au sud du Cameroun. Le peuple Bassa ne vit pas seulement au Cameroun, parce qu'il est disséminé un peu partout sur le continent africain, puisqu'il a connu plusieurs migrations. Et l'ancienneté Bassa, en fait, reconnaît une origine égyptienne. Les anciens, dans nos villages, disent que nous venons donc de l'est de la vallée du Nil. Voilà. Pour définir un peu le peuple. Et le peuple Bassa a une narrative qui met en scène une araignée qu'on appelle l'Ibobol, l'araignée salvatrice, donc qui a sauvé l'ancêtre éponyme de la plupart des peuples qui vivent aujourd'hui au sud Cameroun, qui s'appelle Nanga. Et cette narrative est fixée par une grotte sacrée qui les Bassa appellent Ngoglituba, qui veut dire la pierre percée, qui n'est autre qu'un bétil, donc un météorite qui est tombé en Afrique il y a quelques milliers d'années, et que les Bassa vénèrent comme étant le lieu d'où ils sont sortis, d'où les ancêtres sont sortis. Mais on sait très bien que ce bétil n'est autre que l'image de Sirius, qui est l'image de la Vierge dans le ciel. Voilà, parce que ce bétil a une relation intime avec les parties féminines, pour dire les choses clairement, et donc se rapporte directement à la Vierge en tant que mère qui enfante, en quelque sorte. Et vous avez vous êtes passé par une forme d'initiation? Ça, je ne pourrais pas le dire comme ça ouvertement. Mais pas. une chose est sûre, l'initiation que je reconnais, que je peux dire publiquement, c'est celle qui concerne la science, c'est-à-dire l'école du professeur Cheikh Anta Diop. C'est de cette école que vous vous revendiquez. Absolument. D'accord. Alors, ce qu'on va essayer de faire, parce que
à travers les hiéroglyphes, vous vous intéressez à la linguistique, ce qu'on appelle la linguistique d'une certaine façon. Et on a tendance à dire qu'en Afrique, il y a tellement de langues que jamais on ne pourra atteindre à une forme d'unité. Et vous défendez l'idée d'une transversalité finalement des origines, des langues. Les peuples africains parlent la même langue. C'est ce que je démontre dans mes ouvrages, à travers notamment l'usage des hiéroglyphes égyptiens appliqués aux langues africaines modernes. Et l'exercice est assez aisé parce qu'en fait, le questionnement est venu comment? Le questionnement est venu d'un fait simple. C'est que dans l'histoire, il y a deux auteurs principalement qui évoquent dans leurs ouvrages les hiéroglyphes égyptiens, deux auteurs anciens. L'un s'appelle Horapollon et l'autre Diodore de Sicile. Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, mentionne un fait important. Il dit que les hiéroglyphes ne résultent pas d'une lecture syllabique en quelque sorte et ne résultent pas d'une association de lettres, de caractères alphabétiques, mais sollicitent la métaphore et que c'est l'usage de la mémoire qui permet d'enregistrer l'intelligence des hiéroglyphes. Donc sur cette base, j'ai compris qu'en réalité, nous avons effectivement affaire à des idéogrammes. Et les idéogrammes sont des objets dessinés qui représentent des idées ou des concepts. Alors, pour solliciter l'idée, on doit nécessairement faire appel au nom, au mot, au nom que porte l'objet dessiné. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que sont les idéogrammes, est-ce qu'il y a une page où on les voit plus? À chaque page. Voilà. Non, c'est pour qu'il y en ait plus. Je ne sais pas si... ça, c'est l'ensemble des signes que les gens... Voilà, comme ça, on ne les voit pas. Mais ce sont des signes... écoutez, représentez-vous l'écriture chinoise. Ce sont des idéogrammes. Voilà. Donc, c'est sur cette base, en fait, que j'ai entrepris cette démarche de reconquête, en fait, de notre univers linguistique, déjà, à travers les langues africaines. Et je montre qu'en fait, le découpage actuel linguistique de l'Afrique est essentiellement ethnocolonial. C'est-à-dire qu'on fait un découpage grossier entre les langues dites bantoues et les langues dites soudanaises. Mais dans l'exercice du langage, on se rend compte qu'en fait, on trouve un nombre considérable de mots dans les deux systèmes et qui renvoient généralement à la même pensée symbolique. Ça montre que, naturellement, le peuple africain a été uni dès les origines, puisque ça procède d'un homme et d'une femme à la base, puisque l'homme est né en Afrique, et que c'est par les migrations, en fait, que cette langue a pu muter par des faits de linguistique connus. Et dans mes ouvrages, précisément, je montre également les différentes phases, les différentes mutations admises en linguistique pour observer la même origine d'un mot. Et voilà, c'est ce que on est frappé aussi souvent de rencontrer des Africains qui parlent un tas de langues. Et ils voyaient, surtout ceux qui ont voyagé d'une région à l'autre et qui ont beaucoup de facilité à apprendre les langues des uns et des autres. Parce que l'effort n'est plus réellement à faire une fois qu'on a compris le mécanisme des langues, d'une langue ou de deux langues. L'effort n'est plus à faire. Il s'agit simplement de prêter l'oreille et de s'accoutumer en fait des nouvelles formes. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que l'idée que vous avez mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire que les Africains parlent plusieurs langues et ne sont incapables de se comprendre, en fait, c'est une manière de favoriser aussi la francophonie en Afrique, il faut bien le dire. Parce qu'on suppose que les Africains, puisqu'ils ont plusieurs langues pour s'entendre, doivent parler français. Mais c'est une idée saugrenue, parce que l'Afrique a connu des empires, notamment l'empire du Mali, où on sait très bien qu'il y a des Soninké, le Wolof, les Bambara, etc. Ils ne parlent pas dans le dire la même langue, quand au fond c'est la même langue, on le sait, mais l'empire était gouverné, était homogène. Donc les Africains sont capables de s'entendre sur la base de leur langue. Voilà. Mais dans le Dieu noir, vous disiez aussi que le pays, la Nubie, que les Européens, enfin les Grecs ont appelé Nubie, c'est en fait l'ancien nom du Soudan. Soudan. Et vous dites que, en fait, être soudanais, c'était être sénégalais, malien, tchadien, enfin toute l'Afrique de l'Ouest était... donc on suppose que toute cette aire géographique aussi se comprenait, c'est-à-dire qu'au niveau des langues, des cultures, il y avait beaucoup de transversalité et de régularité. Absolument, et on retrouve naturellement ces effets en Égypte pharaonique et même. Du Ghana, d'accord. Voilà. Donc on retrouve cette histoire. Maintenant, puisque la langue donc c'est un dénominateur commun, même perverti par les différents colonisateurs, il y a la question du nom. Oui. La question du nom qui est dans pas dans les représentations, dans les symboliques. Donc que vous abordez ou que d'autres personnes abordent, qui a une puissance extraordinaire que nous avons perdue. Est-ce que vous voulez dire à nos téléspectateurs
à quoi correspond le nom finalement. Parce qu'aujourd'hui, on prend 2 morceaux de prénoms venus de nulle part, on colle et on fait des prénoms nouveaux et on considère que c'est... Donc ça, c'est l'histoire récente. En fait, le nom, ben, c'est d'abord, tout bêtement, hein, je le dirais simplement, ensuite je pourrais l'expliquer, c'est d'abord l'expression d'une vibration, d'abord. Puisque c'est une vibration qui articule des sons et puis qui permet de mettre en scène un certain nombre de choses dans l'univers. Donc un nom est un élément qui rattache l'individu à l'univers d'une manière tout à fait identifiable dans les rituels ésotériques africains. Voilà. Et le nom, c'est un concept aussi. Parce qu'en égyptien, dans le système égyptien, naturellement, le nom a une manière de s'exprimer. Il s'exprime avec un objet qu'on appelle un cartouche. C'est un anneau qui enserre en fait le nom du roi. Pour ce qui concerne le roi, bien entendu, et je préfère me limiter à ces aspects parce que ça permet réellement de comprendre de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cartouche? Le cartouche, c'est une orbe. En fait, le cartouche décrit la course de l'astre du jour. Et le cartouche enserre en fait l'univers dans son principe. Ça veut dire que le nom du roi qu'on trouve dans un cartouche, c'est le nom, c'est un des noms de l'univers, si on peut dire les choses aussi simplement, parce que le cartouche a pour fonction de représenter la course du ciel, donc la course, comment dire, l'univers gouverné en fait par le soleil, puisque le roi a une affinité remarquable avec le soleil dans le système égyptien. Voilà. Et le nom, c'est ça, c'est d'abord un concept qui rattache l'individu à l'univers et qui le rattache aussi à une culture, à une lignée historique, une lignée identifiable, une généalogie identifiable. Et rompre ce lien, c'est un peu suspendre l'individu et lui accorder une identité d'emprunt, en quelque sorte. Alors, quelles séquelles ça peut avoir sur, par exemple, les identités des diasporas qui ont été disséminées dans le monde et qui ont d'abord eu des noms absolument fantaisistes, qui ne signifient donc rien, qui ne les rattachent à rien, mais qui aussi peut-être ont des effets pervers, parce que le nom est une représentation, c'est ce que vous dites. Absolument. Alors, quel effet ça peut avoir sur nous? C'est ce que j'ai tenté de dire en introduction. Autrement dit, j'ai abordé la question de la tutelle. Parce qu'avoir un nom qui ne représente pas l'individu qui le porte, c'est une identité. Nous restons des sujets de... Voilà, c'est une identité d'emprunt. C'est un peu comme si on nommait... Bon, je sais que je parle en français, mais c'est un peu comme si on nommait un chien chèvre. Je veux dire, ça paraît saugrenu, ça paraît non indiqué, parce qu'on voit bien que l'objet ne correspond pas au nom qu'il doit porter. Or, la nomenclature, c'est quelque chose d'essentiel dans le registre du vivant, surtout pour une culture d'ascendance africaine. Ça, c'est clair. Donc, la manière de nommer, c'est la rencontre entre l'individu et le fait divin, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je peux aussi. Donc, le fait qu'on assiste aujourd'hui à une sorte d'un mouvement qui pousse les gens à se rebaptiser, j'allais dire, entre guillemets. Ça a du sens. Que Absolument. Les gens se donnent des prénoms africains. Ouais, oui, ça a du sens dans le sens que c'est déjà un choix, une démarche raisonnée et qui questionne un ensemble de faits et qui remet en cause le statu quo. Parce qu'en réalité, on n'a pas vocation à s'appeler toujours, à porter toujours le nom issu d'une histoire qu'on connaît, tragique. Donc, à un moment donné, il faut quand même s'émanciper de cette forme d'état de fait et d'aspirer à des choses voilà, beaucoup plus saines, en quelque sorte. Et les effets s'observent, je vais vous dire, c'est pas seulement dans les territoires des Caraïbes, parce que même en Afrique, aujourd'hui, on porte des noms fantaisistes, parce que la culture se perd un peu, et surtout, les personnes qui sont censées la représenter sont un peu ostracisées. Voilà. Mais le travail que nous faisons a vocation précisément à rappeler que l'Afrique n'est pas vide. L'Afrique a une culture très riche, et c'est d'ailleurs la première, celle qui porte l'humanité sur ses épaules, c'est un fait. Et il est question pour nous de le rappeler, non seulement de le rappeler, mais aussi d'inciter ceux qui ont l'intérêt pour ces questions de s'approcher de ceux précisément qui ont à cœur de revaloriser, ou en tout cas de dépoussiérer cette culture qui a été ostracisée. Voilà. Mais on suppose que ça va rester une démarche individuelle dans la mesure où c'est une institution. On appartient à une civilisation qui a fait de nous ce qu'elle a fait et qui, pour défaire, j'allais dire,
tout ce système d'état civil, etc., c'est compliqué. Donc ça reste forcément une entreprise individuelle. Ça reste une entreprise individuelle tant aussi longtemps que les choses sont telles qu'elles sont. Mais vous savez qu'il n'y a rien d'éternel et que nous sommes encore propriétaires de notre corps, même s'il a été happé par le fait de l'histoire. Nous sommes encore propriétaires de notre esprit aussi. Il y a des pays qui ont reconquis leur liberté et qui ont changé leur système d'état civil. Vous en connaissez? Changer de nom, oui. Changer de nom. Mais ça reste relativement superficiel. Le Zaïre de Mobutu l'a fait. Mais ce que je voulais dire sur ce point précis, il y a différentes traditions. Il y a la tradition française ou occidentale de façon générale, où c'est l'État qui détermine la façon dont on attribue les noms. Donc il faut aller à l'état civil, etc. Dans certaines traditions ancestrales, non, c'est le bonbon. C'est le bonbon, c'est le ganga qui dit quel est le nom de cet enfant-là. Oui, c'est ça. Et ce que dit le ganga a plus de valeur en tant que nom que tout ce que peut dire toute la autorité politique. Alors exogène, le ganga, c'est une hétérodoxe. sorte d'autorité. On va dire le prêtre, c'est l'autorité l'équivalent religieuse. l'autorité spirituelle. Spirituelle en Afrique. Voilà. Et du coup, par rapport à la situation que nous observons aujourd'hui, c'est-à-dire un état civil tel qu'il est du point de vue des autorités publiques, et puis des initiatives personnelles de gens qui prennent de noms. Une fois qu'on a compris que prendre un nom, c'est solliciter une énergie particulière dont on estime qu'elle est en accord avec soi, ses propres aspirations, cette relation qu'on établit avec ce nom a une efficacité. Donc, ce n'est pas que l'autorité la reconnaisse ou pas, c'est l'efficacité qui doit être recherchée. Pour soi, qu'elle a pour soi. Voilà. Et on peut observer autour de soi des témoignages de gens qui, dès lors qu'ils ont fait cette démarche, qui peut être critiquable du point de vue de l'orthodoxie, etc., il y a beaucoup de choses qui sont un peu fantaisistes. Ce que dit Bombari, c'est que le plus important, c'est d'abord cette rupture de l'état de fait pour aller vers autre chose. Et puis après, on verra comment on organise mieux cet aller vers, cet élan vers. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que certains, dans cette recherche plus ou moins tâtonnante, obtiennent des résultats qu'on peut observer là, maintenant. C'est-à-dire, dès lors qu'ils ont pris un nom qu'ils ont choisi pour eux-mêmes, quelqu'un qui dit que je m'appelle Sogolon Marie Diatta, Sundiata, et qui sait exactement que représente ce personnage, à partir de cet instant, il ne se voit plus comme un légume qu'on peut... C'est le Sundiata. C'est l'énergie Sundiata qu'il sollicite dans sa manière d'être désormais. D'accord. Et il n'est plus du tout le même, quel que soit le nom que quiconque reconnaisse par ailleurs. D'accord, donc je reconnais bien cette sorte d'effort ancré, particulier, enfin, on va dire, voilà, qui est l'initiative d'un individu. À terme, tout ça a vocation à avoir des conséquences public, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, mais je voulais savoir, donc à partir de ça, le nom du groupe aussi, est-ce qu'il n'a pas une influence sur nous? C'est-à-dire, comment nous appeler? Parce que dans vos écrits, dans ce que j'ai pu parcourir, j'ai vu, donc, vous avez été influencé par Cheikh Anta, qui parle de civilisation négro-africaine. Absolument. Nous savons que le mot nègre est très... controversé et vous parlez de noir aussi. Oui. En même temps, vous avez bien expliqué que notre vrai nom, c'est Kémit. Oui. Hein? Kamit ou Kémit, ou, etc. Le nom même du territoire, c'est Taaseti, pour dire. Hein? Alors, non, ça c'était, disons... Parce pour parler de... Oui, vous expliquiez d'où venait le terme bien, et vous l'opposiez... Parce qu'il y a une évolution, parce qu'à l'époque, vous saviez, quand je débutais le travail des hiéroglyphes, naturellement, je me basais sur ce qui existait. Donc, j'utilisais encore une nomenclature établie par les égyptologues. Donc, par exemple, en égyptologie, pour appeler l'Égypte antique, on fait ce qu'on appelle une translittération à partir d'une graphie, et on lit donc Kemet. Et sur cette base, donc c'est un mot qui est rentré dans la langue commune pour dire les Kamites ou les Kemtiu, etc., pour dire les anciens Égyptiens. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le mot existe en copte, en fait, parce que les coptes, qui sont les chrétiens d'Égypte, appellent l'Égypte Kamé. Kamé. Et c'est un vocabulaire, un mot, disons, pardon, un mot qui se rapporte à la couleur noire, par plusieurs faits. Donc, il y a eu
toute une controverse sur la signification exacte. Bon, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais le fait est que cette civilisation égyptienne s'est définie du point de vue chromatique, si on veut, à partir de la couleur noire. Alors maintenant, je sais que la langue française que nous parlons a un rapport conflictuel avec la couleur noire, puisque tout ce qui est noir est généralement défavorable. Mais nous, on dit que les Noirs ne se voyaient pas noirs, ne se définissaient pas noirs. Pourquoi ce mot-là signifie-t-il pourtant noir? Non, je ne sais pas qui le dit, parce que les peuples noirs sont quand même encore capables d'identifier des objets concrets de la nature. Et il faut savoir que la couleur noire est celle qui soutient le vivant, c'est-à-dire le carbone. Je veux dire, on est quand même encore en mesure de le reconnaître. C'est une des raisons pour lesquelles les divinités majeures du panthéon égyptien sont représentées noires, notamment le dieu Osiris, entre guillemets, Isis, pour ne citer que cela. Et le soleil même, c'est un astre, un corps noir. Voilà. Donc c'est sur cette base. Ce n'est pas une démarche idéologique, parce qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans l'ère post-siècle des Lumières, qui a divisé l'humanité en catégories raciales, etc. Enfin, un certain nombre de choses qu'on met sous la coupole de la science, mais qui sont relativement douteuses, on peut le dire. Et donc, quand on prononce, on dit les jaunes, les rouges, les noirs. Cela, dans le fond, n'a pas de sens. Parce qu'il faut observer la nature et les lois de la nature pour tirer des catégories dans le vivant. Et c'est ce que ont fait nos ancêtres. Donc, ce n'est pas une démarche idéologique que de représenter une divinité avec la couleur noire. C'est parce qu'on sait que la couleur noire est celle qui soutient la vie, tout simplement, d'un point de vue concret. Naturellement, il se trouve que sur Terre, les populations qui sont noires ont de la mélanine, et que la mélanine a des fonctions aussi qui sont particulières. On peut comme ça comprendre le rapport, puisque à la base, l'humanité était homogène et noire. Donc il n'y avait pas la question des races, etc. Faut que c'est normal que Dieu soit représenté à l'image des peuples qu'il a créés. Mais aujourd'hui, je peux comprendre que pour certaines personnes, dire que Dieu est noir peut causer un problème, parce qu'on s'imagine que non, mais Dieu n'a pas de couleur, etc. Mais il faut savoir que la divinité est incarnée par des faits concrets dans la science. Et ces faits concrets, généralement, lorsqu'ils sont socles, sollicitent la couleur noire, notamment le carbone, la manifestation de la lumière, le faisceau lumineux, etc. C'est des choses qui ont beaucoup à voir avec la couleur noire. Et même l'univers qui nous entoure, il suffit de lever les yeux pour comprendre que nous sommes entourés par l'obscurité. Donc c'est l'observation de la nature qui a codifié les représentations iconographiques des déités africaines, en quelque sorte. Voilà. C'est ça. Enfin, je vous disais ça parce que je pense à nos personnes, à nos concitoyens, quand on leur dit que le fait qu'ils adorent des divinités qui ne leur ressemblent pas, ça a quand même un sens dans l'entretien de l'aliénation. Et si vous leur dites, même, ça vaut ce que ça vaut, que la Bible a été reprise et que les personnages sont noirs, etc. Enfin, pour parler un peu prosaïquement, on les a négrifiés. C'est-à-dire qu'on leur a restitué leur originalité. Et pour des gens qui ne savent pas, on dit simplement, on les a négrifiés. Et l'idée, pour beaucoup des nôtres, que Dieu puisse être noir, les rend malades. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts à devenir fous pour ne pas renoncer à l'idée que Dieu est blanc. Ça signifie qu'il y a quand même, il s'est passé quelque chose entre le moment où il y a cette objectivité, ces réflexions objectives que vous faites, et l'idée que, peut-être par ignorance ou pour mille raisons, la socialisation, le conditionnement fait que tous ces aspects, ces dimensions, entre guillemets, objectives, disparaissent. Et quand il s'agit de réinvestir ces choses de leur sens premier ou de leur apparence première, eh bien, nous rendons les nôtres malades. Alors, comment on fait pour déconditionner ou détricoter? Alors, la question qui vient là-dessus, c'est la spiritualité africaine, peut-elle encore s'imposer face à l'invasion des religions occidentales et donc au fait que le cerveau des nôtres est complètement, comment on va dire ça, sous emprise? Oui, alors
non seulement elle peut encore s'imposer, mais c'est bien la trajectoire qu'elle va connaître, puisque il faut bien observer le monde aussi et l'histoire du monde. Nous arrivons un peu aussi à la croisée des chemins vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui ont été portées par le fait de la guerre et un certain nombre. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même en mesure d'entreprendre une démarche de reconquête de cette souveraineté, de nos lieux, j'allais dire, spirituels et ésotériques. Donc sur cette base, on sait bien que on peut quand même encore faire confiance au bon sens, même si, bon, par les temps qui courent, ce n'est pas la chose de la première. Forcément, je crois il faut qu'on se batte encore. Oui. Voilà, mais en tous les cas, pour parler de moi, je suis optimiste, dans ce sens que je rencontre du monde, des personnes qui ont connu un parcours difficile du point de vue spirituel et qui aujourd'hui se retrouvent quand même. Donc ça veut dire que c'est encore possible. Il y en a même qui ont passé 20, 30 ans dans des églises très très orthodoxes dans le sens de la pratique, mais qui aujourd'hui en sortent. Donc c'est la preuve que c'est encore possible. C'est sûr que ça laisse des séquelles. Mais le travail que nous le faisons aussi pour les enfants, ceux qui viennent après nous, car nous ne sommes plus le véritable enjeu de notre époque. L'enjeu véritable, c'est ceux qui viennent ensuite. Donc, si on comprend ça, on peut dire que pour nous, c'est peut-être un peu tard. Un peu tard, ou en tous les cas, on aura quand même des éléments qui permettent de nous faire de comprendre comment le monde fonctionne, qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Mais pour nos enfants, bien, il ne faudrait pas les conduire dans les mêmes canaux pour leur éviter d'avoir à faire le chemin qui a été le nôtre. Mais moi, je suis optimiste parce que les signes sont quand même pour montrer que les religions dominantes aujourd'hui, à savoir l'islam, le christianisme et puis le judaïsme, mais surtout l'islam, le christianisme. Religion monothéiste. Voilà. Procèdent quand même, il faut le dire, de la tradition ancestrale africaine. Elles ont été dénaturées par bien des aspects, mais il reste que l'Afrique peut quand même vous demander des comptes avec autorité. Parce que sur la base de ces religions, on a commis des atrocités et on a mutilé le peuple noir voilà, au courant de l'histoire. Avec des prétentions naturellement que nous connaissons, c'est-à-dire ils n'ont pas d'âme, etc., pour simplement s'accaparer de leur force de travail et de leur territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure en fait de jouer carte sur table, car les éléments scientifiques, l'historicité, l'antériorité du monde noir montre, comme nous disait Cheikh Anta Diop, que l'Afrique, la vérité se trouve du côté de l'Afrique et qu'il est simplement question pour nous de populariser ce que j'appelle précisément les humanités fondamentales, c'est-à-dire cette connaissance qui permet aux Africains d'abord et à l'humanité ensuite, car le message qui est le nôtre s'adresse à l'humanité entière, mais aux Africains d'abord qui sont les premiers les premières personnes intéressées pour ce message, de se réapproprier leur univers par le travail qui a été fait déjà par un certain nombre de chercheurs, notamment le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obenga et bien d'autres aussi, et naturellement les œuvres qui sont aussi les nôtres. Donc il faut avoir cette démarche de redécouverte, si je puis dire, de soi. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans un miroir et de constater qu'en réalité, l'image que nous pouvons voir du point de vue de la spiritualité pose quand même un problème fondamental, parce que depuis que l'homme est homme, eh bien, il a eu une culture, il a eu des pratiques, il a connu la spiritualité, mais aujourd'hui, elle paraît dans un cadre qui est quand même problématique pour les peuples qui sont sous tutelle. Donc, et l'idée est de s'émanciper de cette tutelle. Et comment vous expliquez, excusez-moi, vous répondez à vos compatriotes, ou en tout cas à toute la diaspora qui vous dit, oui, alors si l'Afrique a eu autant de majesté, d'un passé aussi glorieux, comment expliquer son état actuel? Alors ça, c'est la question bateau, mais c'est la question que le peuple se pose. Absolument. Donc, il faut lui donner des réponses absolument simples et claires. Voilà. Comment on peut sortir de... Moi, j'essaie de l'expliquer par des choses qu'on a en sociologie, mais sur ce plan-là, c'est carrément beaucoup plus civilisationnel que cela. Cette sorte de hiatus qu'on voit entre l'Égypte, notamment l'Afrique ancestrale, complètement prestigieuse, investie de toutes les traditions, etc. Et aujourd'hui? Alors, la première chose que je dirais, c'est que l'humanité appelle histoire ce que la géographie appelle saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas libres
des phénomènes qui nous environnent. Il y a toujours un phénomène de cycle. Le cycle, je veux dire, existe dans la nature, l'été, dans les civilisations aussi, oui. Dans la civilisation aussi. Donc, l'apogée n'est apogée que parce qu'il peut y avoir un déclin. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un fait observable pour tous les empires, toutes les civilisations. On a eu la Grèce antique, la Rome antique. Absolument. Et on observe les débuts du déclin de la civilisation qui domine depuis 500 ans. Actuelle, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un premier fait. Le second fait me permet de rappeler, parce que moi, disons, j'ai la faiblesse de m'aligner. En tous les cas, je sais que ce n'est pas une faiblesse, mais ce n'est qu'une manière de s'exprimer, de m'aligner sur le propos du professeur Cheikh Anta Diop, qui consistait à rappeler que c'est la perte de la maîtrise de son système éducatif qui maintient ou qui précipite la chute d'un empire. Voilà. Donc, l'éducation des enfants est essentielle parce que l'éducation inscrit les marqueurs dans la personnalité. Voilà. Et si on perd le contrôle de son système éducatif, on fabrique des aliénés au bénéfice de celui qui domine ce système éducatif. Alors, quand l'Africain était lui-même dans la vallée du Nil, bien naturellement, il avait la pleine possession de ses moyens et de ses perspectives spirituelles, économiques, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous vivons une ère où voilà, on rencontre la prédation à tous les carrefours. Voilà. Donc c'est ça. Mon sentiment est celui-là. C'est sûr que ça n'explique pas tout, mais ça peut expliquer l'essentiel, la perte du contrôle de son système éducatif. Et l'Égypte a connu cela. Dans la période tardive, elle a été détruite par les Perses qui l'ont occupée pendant plusieurs siècles. Ensuite sont venus les Macédoniens, les Romains, maintenant les Arabes, et puis ça dure depuis déjà quelques temps. Mais, et ça montre bien que c'est à partir de cette époque, précisément, que les peuples africains eh bien, ont connu une chute. Puisque les traditions africaines ont le défaut d'être ésotériques. Ça veut dire que ce sont des initiés qui détiennent le savoir. Donc il suffit d'éliminer la classe initiée pour avoir un peuple totalement perdu et sans repère. Et c'est ce qui est arrivé, parce qu'en réalité, ceux qui étaient installés donc à Alexandrie, les Lagides, rencontraient une résistance de certains prêtres qui organisaient la résistance, mais il a suffi de les éliminer, d'organiser les conciles pour établir l'autorité romaine par la suite, pour ce qui concerne Rome, donc dans la vallée du Nil. Et dans les stratégies de guerre d'ailleurs, aujourd'hui encore, on élimine la tête et on a le peuple à disposition. Voilà. Les Lumumba, Sankara, Mounier... et on observe cela. Mais il faut garder bon espoir, car la langue garde la philosophie d'un peuple. Les langues africaines sont extrêmement riches. Pourvu qu'elles ne meurent pas. Elles ne sont pas... Elles sont particulièrement vivaces. Elles sont particulièrement vivaces. Et c'est sûr que beaucoup est fait pour les terres, mais elles sont particulièrement vivaces. Et l'Africain, même s'il ne l'introduit pas dans son système éducatif, a quand même conscience de l'importance des langues. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même des mouvements qui ont tendance à introduire les langues africaines. Même les enseigner. Oui, voilà. Donc, et la langue garde la philosophie du peuple. On ne peut pas expliquer, par exemple, je prends le cas du peuple Dogon, par exemple. Toute l'astronomie, la cosmogonie du peuple Dogon est tellement riche, et cela montre que ce peuple a connu des choses magnifiques, puisqu'ils sont capables de décrire l'univers comme nul autre. Ils sont capables de décrire les mouvements du ciel comme nul autre peuple. Donc ça montre que la langue garde quand même des éléments fondamentaux, et on peut réveiller cette civilisation qui est endormie par le fait de l'histoire. Et je considère que cette époque de déclin n'est qu'une étape qui n'a même pas duré très longtemps. Parce qu'en réalité, 2000 ans d'histoire, regarde la trajectoire du peuple noir, ce n'est même pas une parenthèse, ce n'est même pas une goutte de sable dans la mer. C'est 2000 ans, mais quand on voit... et là, j'en viens à une autre question encore. La question des écoles. Je voulais ajouter une petite remarque chronologique. En chronologie courte, on estime que la civilisation égyptienne a duré 3000 ans. En chronologie longue, on va jusqu'à 25, 12, le Sphinx, certaines études scientifiques considèrent que le Sphinx a plus de 12 000 ans d'âge. Chronologie courte, 3 000 ans. Je ne connais pas, à ma modeste connaissance, il n'existe pas d'autres civilisations qui aient duré autant de temps. Donc, la civilisation la plus puissante, comme on pense, c'est la civilisation dont nous sommes en train d'observer le déclin. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même des auteurs occidentaux qui considèrent que ça va durer que 500 ans. Non, il y a l'idée que la civilisation... combien de temps, etc. Il y a l'idée que la civilisation indienne actuellement a 5000 ans.
Les Indiens se revendiquent de 5000 ans de civilisation. Bon, ok, ça c'est ok, très bien. En tout cas, Moi, je ne défends rien, mais je vous dis. Non, mais moi ça ne me pose pas de problème. Mais je veux dire que 3000 ans, au regard de l'espérance de vie de la plupart des civilisations, ce n'est pas rien. Et quand on étudie les principales fédérations ancestrales africaines, elles ont bien souvent une durée de vie qui démontre une certaine stabilité des institutions en Afrique qu'on ne trouve pas partout. Absolument. Mais quand on va en Afrique aujourd'hui, on est frappé dans les chefferies par l'ordre qui règne, la force qui règne. Et puis, il y a une discipline qui est vraiment incorporée. Donc, ça fonctionne absolument. Mais alors, la question que je veux vous poser par rapport à vos remarques, c'est celle-là. On est frappé par le bouillonnement qu'il y a autour de... Et je pense que les réseaux sociaux, tout ça, c'est... Alors, je ne sais pas quelle divinité ont envoyé, mais franchement, ça a accéléré le processus, c'est incroyable. C'est sûr. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui découvrent leur patrimoine et tout ça à travers ces sources-là. La question, c'est, il y a tellement de sources et d'origines. Comment s'orienter? Quelle source est la bonne? Je voyais un texte que j'ai envoyé à Popo, qui est sorti par, je crois que c'est Jeune Afrique, et Popo faisait remarquer que comment pouvait-on parler de philosophie sans mentionner le professeur Obenga. Et il y a beaucoup d'autres choses. La philosophie africaine de la période pharaonique. Et la question c'est ça, comment vous orientez-vous? Si Landa écoute là et se dit, bon, mais je vais commencer. Et il va piocher à toutes les confréries ou dans toutes les confréries. Et quelle pédagogie, quelle didactique, quelle logique pour lui? Je dirais qu'il y a une porte d'entrée qui me paraît la plus prolifique pour ce qui concerne la classe, disons, ou l'intelligentsia africaine depuis quelques années. C'est quand même celle qui a été initiée par le professeur Cheikh Anta Diop. Donc il faut quand même commencer par les œuvres du professeur Cheikh Anta Diop. Il y en a un certain nombre, civilisation barbarie, l'Afrique précoloniale. Exactement. Oui. Donc ça permet déjà de renouer avec un nombre d'éléments importants. Nation d'agriculture, c'est un livre majeur quand même qu'il a écrit en 1954, ça fait quand même déjà quelques années, et c'est un livre qui est encore publié et disponible. Donc on pourrait déjà commencer par là pour comprendre déjà, pour ceux qui ont encore cela en questionnement, que l'Égypte pharaonique c'est une civilisation typiquement africaine. Voilà. Et ensuite, naturellement, le professeur Théophile Obenga, qui a fait un certain nombre qui a vulgarisé aussi Absolument. Son travail. Donc déjà commencer par ces voies-là permettrait, puisqu'ils ont des références et qu'ils permettraient de densifier sa connaissance de ces questions et de fil en aiguille, naturellement, de s'orienter vers ses propres choix, ses propres affinités en termes de recherche, parce que naturellement, chacun a toujours un intérêt particulier pour une question particulière. Mais commencer par les humanités classiques introduites par le professeur Cheikh Anta Diop. Bon, il y a eu un ensemble de choses qui ont été faites avant lui. Je pense notamment à Firmin, Antenor Firmin, voilà, donc qui a également parlé anthropologue haïtien, qui a également parlé de l'Égypte pharaonique dans son livre majeur, dont de l'égalité des races humaines. Donc c'est quand même un ensemble de choses qui donnent déjà des éléments d'autonomie, c'est-à-dire ça permet déjà de se dégager un peu du discours ambiant. Mainstream. Voilà. Donc on va conseiller à nos téléspectateurs qui veulent s'orienter, parce qu'il y a beaucoup de sources aujourd'hui, de commencer par les fondateurs. Cheikh Anta Diop, vous trouvez ses ouvrages. Il y a aussi Histoire générale de l'Afrique, qui est une contribution collective où le regard est plus... Mais il est plus croisé. Et il est plus croisé quand même. Il y a beaucoup d'Européens qui interviennent là-dedans. Oui, mais en fait, voilà, c'est un regard plus large. La base plus diversifié. Pour celui qui redouterait de s'en remettre qu'à Diop, puisqu'il est présenté par cet illustrateur comme un gourou. Oui. Donc il y a Cheikh Anta Diop, il y a le professeur D'accord, le professeur Théophile Obenga et l'histoire générale de l'Afrique
en 8 volumes. Vous le trouvez sur Internet, Absolument. gratuitement. Donc, prenez, téléchargez et lisez. En plus, c'est passionnant. Chaque tome fait entre 800 et 900 pages. Donc, vous avez beaucoup de matière. Pour tous les gens qui vous ont dit que l'Afrique n'avait pas d'histoire, eh bien, vous allez d'ailleurs revenir à beaucoup plus de modestie, si vous n'en aviez pas. J'espère que ça n'est pas le cas, parce que vous allez découvrir des monuments d'histoire tout simplement. Donc, voilà des petites progressions dans l'approche pour nos téléspectateurs. Maintenant, on parlait donc des sources, des écoles. Vous ne dites pas que vous faites partie d'une école, mais vous avez un site, un contrario, c'était quoi? Oui, alors c'est une plateforme didactique en fait que j'ai développée pour la popularisation précisément des humanités classiques africaines, donc des humanités fondamentales. Et donc je donne régulièrement des informations sur des sujets et d'autres, principalement sur l'Égypte pharaonique, où on traite des graphies égyptiennes, dans des hiéroglyphes égyptiens, etc. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Donc les gens vont sur YouTube, ils tapent à contrario. À contrario. En 2 mots, voilà. D'accord. Et vous parlez donc de manière très globale de religion africaine, ça a un sens? Oui, bon, disons pour la langue française, probablement, parce que nous parlons du français. Donc, mais c'est sûr que c'est relativement réducteur. Mais comme généralement j'ai à cœur de parler pour être compris, je peux utiliser ces catégories de langage pour me faire comprendre. C'est sûr que c'est un peu plus complexe. Mais il faut savoir que la tradition africaine profonde est unifiée autour d'un ensemble de faits identifiables, hein, c'est-à-dire les rituels qu'on peut faire sont souvent les mêmes et observables partout. Alors, c'est pour cette raison qu'on peut parler de religion africaine, même si le terme, je peux le comprendre, peut poser quelques difficultés. Mais voilà, c'est ça. D'accord. Je voulais insister sur le matériau linguistique que mobilise Dibomba Mbok. Alors, l'égyptologie occidentale, oui. dans l'étude de la langue égyptienne, exclut purement et simplement les autres langues africaines. Dans la linguistique historique générale, ces autres langues africaines tiennent une place relativement dérisoire. C'est-à-dire que les catégories principales, les théories de linguistique générale ne tiennent pas compte des phénomènes linguistiques africains. Ou alors Comme accessoirement. de tout. Le problème qui se pose au point de vue épistémologique, c'est que si les langues africaines sont parlées depuis 300 000 ans, alors tout autre phénomène de langue partout dans le monde prend son patron, son modèle de ces langues. Mais il me semble que le professeur Agege dit a une thèse comme ça, non? Qui dit que toutes les langues découlent d'une seule langue. Il ne fait pas de la linguistique historique. Mais d'une seule langue. Hein? Oui, donc il n'est pas le seul. Oui. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Ils n'en tirent pas les conséquences sur lesquelles je voudrais revenir pour ce qui concerne le travail de Dibombari. C'est que, du coup, la compréhension des langues africaines, des phénomènes linguistiques africains, éclaire davantage tous les autres phénomènes linguistiques, même en dehors de l'Afrique. Et évidemment, l'occultation, en tout cas, l'expulsion de ces phénomènes linguistiques africains du champ des recherches linguistiques de façon générale limite ce champ, la richesse, la fécondité de ce champ. En ramenant massivement le matériau linguistique africain dans la compréhension des médionétiers, des hiéroglyphes, Dibombari Mbok fait quelque chose que même ces dévanciers, les Diop n'ont pas fait. Donc vous parlez essentiellement... Évidemment, ce sont les Diop qui rendent ça possible. Parce que c'est eux qui établissent de façon indiscutable, Diop et Obenga établissent, et on peut ajouter aujourd'hui Jean-Claude Mboli, ils établissent de façon indiscutable la parenté linguistique, le fait que l'égyptien ancien soit une langue africaine. Et comme ils l'établissent, on est plus confortable pour mobiliser les autres langues africaines comme l'égyptien ancien pour comprendre l'égyptien ancien. C'est ce que Dibombari Mbok apporte. La mobilisation des langues africaines dans la compréhension de la langue des graphies égyptiennes, c'est quelque chose d'importantissime. Et comme c'est un travail immense, il a surtout ciblé les catégories sapientales qui déroulent toute notre tradition civilisationnelle. Donc, Osiris, Isis, Thoth. Thoth, c'est
comme on dit, le Dieu de la connaissance, de la science, de la parole. Et donc, lui, il commence par là. C'est quoi? Ça veut dire quoi dans cette langue? Tot, ça veut dire quoi? Et quand je mobilise les langues africaines pour comprendre ce que veut dire tot, je découvre des choses et c'est là où il ouvre un univers extraordinaire. Mais en même temps, pourquoi il y a quelque chose autour, une forme de contestation de votre méthode Kuma? Naturellement, puisque elle est toute nouvelle et elle a vocation à revisiter l'égyptologie dans son ensemble. Parce que hier, par exemple, j'étais en Guadeloupe, comme vous le savez, j'ai donné une conférence en Guadeloupe et la conclusion a été de dire qu'effectivement, ce que j'apporte a vocation à revisiter entièrement la science qu'on appelle aujourd'hui l'égyptologie, parce qu'elle met l'Afrique au cœur de cette problématique. Et c'était bien de cela qu'il s'agit, car l'Afrique a donné naissance à cette civilisation. Donc, il faut considérer les langues africaines comme étant des éléments majeurs pour éclairer la pensée symbolique du sujet égyptien. Et si on veut éclairer sa pensée symbolique, et en le faisant d'ailleurs, ça nous permettra de comprendre les manifestations de sa culture. Donc, les pyramides, par exemple, le sphinx, par exemple, les temples, la disposition des temples, la momie, qu'est-ce que c'est qu'une momie, pourquoi, bref, un ensemble de faits qui nous paraissent essentiels pour donner de la vigueur à la tradition africaine contemporaine, mais surtout éclairer le passé africain, naturellement, qui ne tient pas la place, sa juste place dans le cursus académique des peuples africains et des peuples afro-descendants. Non, mais c'est aussi découvrir à quel point ces catégories, les Djéouti, les Isis, les Osiris, persistent aujourd'hui dans nos langues. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais comment cette civilisation prodigieuse a collapsé, etc. Oui, mais elle est encore là en sommeil dans ce que nous disons, nous faisons, sauf que nous avons perdu les clés pour le savoir. Oui. Et la méthode Kuma est l'une des clés, je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres, qui ouvrent quelques portes et qui nous montrent que c'est pas fini, c'est là. C'est là. Et que Isis, c'est dans Sogolon Kondé. Et quand je dis Sogolon Kondé, si je vais au Mali, c'est-à-dire un immense pays africain 2 fois plus grand que la France, à n'importe qui, si je parle de Sogolon Kondé, il sait de qui je parle. Absolument. Et si je lui dis qu'il y a 6000 ans, d'autres l'ont appelé comme ça, il dit, ah bon? Ah ben oui, c'est la même chose. Donc ça persiste aujourd'hui. Du coup, même le discours qui consiste à dire, oui, mais vous l'avez fait il y a longtemps, maintenant là, vous êtes rien, est un peu réducteur. Les choses sont là, sauf que nous avons perdu la capacité à les identifier telles qu'elles ont changé, elles ont évolué, ce qui est normal. C'est quelqu'un qui m'a connu petit, qui ne sait pas me reconnaître aujourd'hui, c'est normal, j'ai pris en temps 120 kilos. Non, mais on peut dire aussi que on est dans des formes de sciences humaines et elles évoluent à mesure que la connaissance de l'humanité s'approfondit. Donc c'est un argument qu'on peut aussi opposer à ces personnes. Maintenant, moi, je suis pas linguiste, je ne sais pas, mais dans le travail que vous faites, vous avez donc beaucoup. Alors, je pense que nos téléspectateurs, vous avez quand même aujourd'hui là quelques bases pour commencer. Si vous étiez un peu inquiet et que ça ne vous paraissait pas important, pour commencer à entrer dans votre civilisation d'origine, et rien, il n'est jamais de trop de s'instruire, quitte à ce que vous disiez après, non, ça m'intéresse pas, mais essayez d'abord d'y entrer. Et vous avez des portes d'entrée. Cheikh Anta Diop se lit très facilement. Et ces livres sont vendus partout. Donc, commencez, Théophile Obenga aussi. Il y a des niveaux de littérature, enfin de traitement des textes qui sont un peu différents, mais en gros, voilà, on entre facilement dans leurs textes. Maintenant, la question de vous avez, on distingue aujourd'hui dans notre langage courant la question de la religion et la question de la spiritualité. Et Popo notamment travaille beaucoup sur cette question de la spiritualité, presque, j'allais dire, contre, entre guillemets, l'idée de religion qui a servi justement à l'asservissement. Et plus précisément de religion dite révélée par je ne sais pas qui. Voilà. Alors, donc nous avons nos gens qui sont habités par un Dieu. Voilà, le livre d'Ibombaré s'appelle Le Dieu noir, d'accord? Et nous
les nôtres sont habités par le Dieu blanc. Il faut bien faire le parallèle. Et donc, cette question que vous avez beaucoup travaillé, parce que je vois quand même vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Isis et sur vous interrogez l'idée de Dieu et en dernier même la couleur de Dieu. Il y a une raison à ça. La civilisation africaine est construite sur un socle qui est essentiellement spirituel, ou c'est ça? Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nos compatriotes, notamment pourquoi aussi, parce qu'on dit ouais, pourquoi vous ne vous êtes pas défendus quand les gens sont arrivés, se sont installés, ils ont pris et aujourd'hui vous pleurez. La question c'est les contacts, enfin je parle même pas de contacts de civilisation, il y a eu véritablement des gens qui sont arrivés et qui ont repéré peut-être ce qui leur paraissait les points faibles de cette civilisation, puisque eux étaient essentiellement sur de la matérialité et les Africains sur de la spiritualité. Alors est-ce que ces rencontres-là n'ont pas été destructeurs pour les civilisations africaines ou la civilisation? Je ne sais pas s'il faut en parler au singulier ou au pluriel, mais alors qu'est-ce qui vous travaille et qui fait que vous interrogez autant la dimension spirituelle, et ça sera notre dernier thème, puisque malheureusement, vous voyez comme ça passe vite. Ça passe vite, voilà, effectivement. Ça passe toujours trop vite. Allez-y. Oui, alors moi je dirais, parce qu'en fait, je me suis très tôt intéressé à cet aspect, parce que le peuple a besoin d'un ciment qui unit ses différents membres. Et c'est toute la dialectique du démembrement du corps d'Osiris. C'est-à-dire que si vous connaissez l'histoire de la passion d'Osiris, il a été tué, découpé en plusieurs morceaux, et c'est Isis qui a jeté dans le Nil, je crois, exactement. Voilà. Et les membres du corps d'Osiris constituent autant de provinces de l'Égypte. Donc, rassemblés, c'est le corps d'Osiris. Donc, Osiris représente, si on veut, le corps sacerdotal de l'Égypte. En tant qu'individu, c'est la divinité majeure de l'Égypte pharaonique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin que les peuples africains, les peuples afrodescendants nourrissent une spiritualité qui vise à les unir, qui vise à les rassembler autour d'un corpus commun. Et cette démarche ne peut se faire qu'à la condition d'éclairer le passé africain. Parce que dans le passé, les Africains ont effectivement eu les empires les plus puissants de la planète. Donc, en se basant sur des catégories de compréhension qu'on peut aujourd'hui explorer. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'orienter nos recherches vers des éléments qui permettent de nous unir autour d'un corpus commun. Il peut être spirituel, il peut être... mais généralement, la spiritualité est essentielle parce que elle est intime. Et c'est l'occasion précisément de défendre ce qui nous est le plus cher. Lorsqu'on a une spiritualité sous tutelle, on ne reconnaît même pas souvent son véritable ennemi. Parce que souvent, c'est lui qui nous impose cette religion, et il en fait un folklore, voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'éclairer, de clarifier ce que c'est véritablement la spiritualité. Ce n'est pas la religion. La religion, c'est un corps quasiment, on pourrait même dire politique, puisque les ambitions sont celles des humains, mais la spiritualité est d'abord intime, et de montrer qu'elle se manifeste aussi dans des faits concrets de culture, et essayer de susciter justement ce rapprochement des peuples qui ont été séparés. Parce que j'ai toujours eu l'ambition de dire que le peuple noir a connu la trajectoire d'Osiris. Il a été démembré, objectivement démembré et éparpillé aux quatre coins de l'univers. Et nous attendons donc Isis, enfin Sogolon Kondé, la Sogolon Kondé des temps modernes, qui va reconstituer le corps. Donc c'est un autre nom d'Isis. Oui, en fait, c'est le nom que porte la mère de Soundiata Keïta, qui est le sauveur du Mandé. Et c'est un personnage majeur dans la narrative des peuples du Soudan. Voilà. Mais hier, on en parle aujourd'hui parce que hier, j'ai montré que le nom Kondé est un nom qui se rapporte directement à Isis. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. C'est une forme de clin d'œil à ceux qui ont assisté à notre rencontre d'hier. Mais c'est pour dire ça, c'est pour dire que il s'agit de réactiver Je voudrais vraiment insister sur ça, dont je suis de plus en plus convaincu. Au cours des 2-3 dernières années, j'ai lu surtout des sujets comme ça. Je les avais déjà lus, mais j'ai rassemblé. Bon.
Dans une perspective afrocentrée, il n'y a pas de projet civilisationnel qui ne soit fondé sur un corpus spirituel. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, tout projet civilisationnel qui se pose comme étant aspirituel, pour les Africains, c'est une barbarie. C'est une non-civilisation, purement et simplement. Parce que c'est l'expression de ce que nous pensons avoir compris de ce qu'on appelle spiritualité. L'expression quotidienne, l'harmonie, la mise en harmonie de notre façon de vivre avec ce que nous avons compris de ce que nous appelons civilisation, qui fait civilisation. C'est-à-dire que quand le pécheur pêche, les actes qu'il pose actualisent sa compréhension cosmogonique, appelez ça comme vous voulez. Quand les gens se marient, ce qu'ils font, c'est réunir Isis et Osiris. Par exemple, on va prendre un exemple pour nos téléspectateurs. La spiritualité est partout. Et lorsqu'elle est nulle part, il n'y a pas civilisation du point de vue africain. Quand, par exemple, on doit couper un arbre, on va demander à l'arbre, eh bien, je suis extrêmement, alors je ne sais pas comment le dire, de voir aujourd'hui que les Européens découvrent que les arbres parlent, qu'ils ont une âme, une vie, et alors qu'ils se moquaient des Africains et des peuples dits premiers qui demandaient à la nature l'autorisation de prélever un poisson, que c'était pas ce qu'il y avait de plus ridicule. Et on a vraiment l'impression, alors je ne suis pas forcément dans la polémique, que les Européens sont en train de faire le circuit à l'envers. C'est-à-dire ce que ils ont d'abord rejeté, méprisé, ils découvrent que les gens qui les pratiquaient étaient en fait au cœur de ce qu'il fallait faire. Donc j'ai très souvent l'impression, en écoutant, parce que j'écoute beaucoup ce qui se fait dans la science en France, et je suis frappée par cette trajectoire qui me paraît se dérouler à l'envers. Et je me dis, tout ce temps qu'on a perdu... C'est le phénomène des cycles. Comme il disait, mais tout ce temps qu'on a perdu parce qu'il y avait de l'orgueil, il y avait à dire on était les plus grands, les plus beaux, les plus forts et que les autres c'était des nuls devant une virgule, des zéros devant une virgule, eh bien, pour moi c'est du temps qu'on a perdu. Ça veut dire que la civilisation, elle est au stade où elle est, alors que peut-être dans d'autres rencontres, moins basées sur la prédation, on aurait été un monde extraordinairement... Peut-être qu'on a d'autres étapes à vivre encore et qu'on aurait été à un autre niveau. Alors, je vois la lumière qui clignote fort, qui nous dit oui, c'est ça, ça doit être la fin. Mais c'est tellement précieux que j'aurais pas voulu... J'ai terminé parfois des émissions un peu trop tôt et j'ai regretté. Alors, j'espère que je ne prends pas trop de minutes à Dibombarim Mbok et à Popo, Cla. Pour vous dire, chers téléspectateurs, j'espère que ça vous a passionné. Bon, on n'était qu'au début de beaucoup de questions, mais voilà, on ne va pas non plus vous remplir la tête en une fois. On va demander à M. Dibombarim de revenir et on aura peut-être vos questions et à ce moment-là, il vous donnera des réponses en direct. Donc n'hésitez pas, vous appelez à Zouk TV et ils peuvent vous toucher comment? Alors, j'ai naturellement une page Facebook, Dibombarim Mbok. Je réponds à mes messages assez régulièrement. Essentiellement, cela, j'ai un site également, dibombarimmbok.com et à contrario.org aussi. D'accord. Alors, et Popo, est-ce que vous voulez bien donner un téléphone? Parce que comme vous organisez des choses qui pourraient peut-être faciliter l'accès de ces thématiques. Alors, le portable, c'est 539 200. Et donc, je rappelle que le séminaire Kuma 2 se poursuit. Aujourd'hui, nous entrons vraiment en atelier, 3 jours d'atelier. Mais on ne sera pas en direct. Voilà. Et donc, il y aura d'autres occasions de recevoir Dibombarim Mbok, aussi bien à la Martinique qu'à la Guadeloupe, où il a été hier et où la conférence, selon les échos que nous avons reçus, a été particulièrement appréciée. D'accord. Voilà. Donc, voilà, chers téléspectateurs, ça se termine déjà. Vous voulez dire quelque chose à vos téléspectateurs? Oui, déjà, remercier d'avoir pris la peine de nous écouter. Vous remerciez, vous, pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur ces sujets souvent difficiles. Et dans l'espoir d'avoir des retours de l'émission aussi, et puis pouvoir poursuivre cette conversation. Voilà. Ben voilà, chers téléspectateurs, je vous dis bonne soirée, bon après-midi. Prenez le temps de réfléchir
allez dans les bibliothèques. Il y a quand même de plus en plus des ouvrages de Cheikh Anta. Et puis, sur tous les sites de vente, vous allez trouver des ouvrages. Alors, il y a une chose qu'il faut qu'on vous dise, c'est que Monsieur Clapopo a une annexe qui est une librairie dans laquelle vous allez trouver tous ces ouvrages-là. D'accord ? Y compris ceux de Dibomba Limbok. Y compris ceux de l'auteur. Et de Juliette également. Que nous recevons aujourd'hui. Donc, Popo vous a rappelé son téléphone, 539 200. 539 200, vous trouvez donc tous les livres sur le panafricanisme, sur l'histoire de vos origines, ou même si vous n'êtes pas de ces origines ou que vous ne les revendiquez pas, cherchez. Le monde n'appartient pas qu'à une catégorie de gens. Voilà. Bonne soirée ou bon après-midi. À bientôt. Amen.